Bonjour à tous et bienvenue dans les batailles de l'histoire. Aujourd'hui, l'avant-dernier épisode de cette série portant sur la guerre de l'Ogaden. Un épisode qui va balayer une période allant de janvier jusqu'à la fin des hostilités, c'est-à-dire le 23 mars 1978. Une période qui va voir l'écroulement et la défaite finale des forces somaliennes et de Siad Barre. Malgré le déséquilibre des forces, c'est tout de même les Somaliens qui prennent encore une fois, en janvier, l'initiative d'une offensive qui représente leur ultime tentative pour s'emparer d'Harar, avec les dernières ressources et forces accumulées durant les 2 derniers mois, en raclant véritablement les fonds de tiroir. Alors cette attaque peut paraître absurde, tant les forces sont désormais disproportionnées, mais Siad Barre mène là de la réelle politique. Il n'avait pas une image précise de l'augmentation des forces adverses, mais il avait compris que celui-ci s'était considérablement renforcé et que par conséquent, le temps jouait contre lui. Sa stratégie était donc simple, remporter une victoire rapide sur le terrain militaire pour ensuite négocier en position avantageuse sur le terrain diplomatique. Ce raisonnement, il n'est pas sans fondement. Après tout, l'armée somalienne est encore à ce moment, selon Tareke, forte de ses 22 brigades, désormais constituées d'hommes aguerris par la guerre. Et parmi ces forces, on retrouve, toujours selon Tareke, une brigade blindée et 4 motorisés, disposant d'un total de 135 chars, 100 véhicules blindés et 205 canons. Alors là, encore un petit problème de cohérence des chiffres, c'est que rappelez-vous, à la base, l'armée somalienne possède 4 divisions blindées, donc là, il n'y en aurait plus qu'une. Alors, on comprend, puisqu'après tout, le nombre de chars s'est fortement réduit, mais alors quoi, ça veut dire que les divisions, la blindée qui ont été supprimées, sont devenues des divisions d'infanterie ? Parce que sinon, comment est-ce qu'on arrive à ces 22 brigades ? Puisque à la base, au début de la guerre, on en avait 21, alors que de nouvelles ont été créées. Enfin, voilà, vous avez toujours ce petit problème là de cohérence de chiffres qui demande en fait des explications supplémentaires qu'on n'a pas et qui sont à chaque fois très frustrantes. Bref, cet atout, il existe, mais il est de toute façon à nuancer parce que ces hommes, certes aguerris, sont quand même mal ravitaillés. Je le répète, les lignes de ravitaillement sont régulièrement frappées par l'aviation éthiopienne. Cooper nous fait mention, par exemple, d'hommes qui sont prêts à échanger leurs armes contre de la nourriture. Les généraux, ils la connaissent cette situation et ils ne cessent d'avertir Siad Barre de cette situation. Mais celui-ci soit n'écoute pas, ou en tout cas, il est persuadé que sa stratégie à court terme va fonctionner. C'est donc dans ces conditions que les forces somaliennes repartent à l'assaut d'Harar le 22 janvier 1978. Une attaque de 4 brigades d'infanterie en 2 pinces, la première sur Fédis et l'autre sur Kombosha. Bon, ce qui paraît logique et attendu, puisque ce sont les positions les plus proches d'Harar, dont la prise signifierait l'encerclement de l'ensemble des forces éthiopiennes situées dans le secteur. Et pour dévier l'attention de ces dernières, eh bien, un bombardement est opéré sur le secteur de Babil. Alors en plus, les Somaliens ils vont bénéficier d'un facteur chance, en tout cas d'un facteur météo, puisque le mauvais temps annule toute intervention des forces aériennes éthiopiennes. Ça me fait penser un peu à la bataille des Ardennes où les Allemands ont eu la chance, mais c'était voulu, de profiter d'un épais brouillard, ce qui a empêché l'aviation américaine d'intervenir. Alors c'est un facteur météo qui est d'autant plus important que la Somalie, elle, n'a plus du tout les moyens d'offrir une couverture aérienne. Ainsi débute la seconde bataille d'Harar, qui, selon Gebru Tareke, est finalement la seule offensive dans laquelle la Somalie a impliqué les grandes forces nécessaires. Tous les T-54 restants sont alignés. Mais le problème, c'est que il est trop tard. Malgré les grands moyens mis en jeu, l'échec prévisible finit par arriver. Durant toute la journée du 22 janvier, vous avez une énorme bataille de chars qui se met en place. Mais les défenseurs éthiopiens, essentiellement constitués de miliciens, mais soutenus par des unités régulières, tiennent bon et tiennent à distance les Somaliens grâce à leur puissance de feu. Une fois que l'ANS est complètement étriée, eh bien Petrov, qui, je le rappelle, est le chef du comité stratégique, déroule la tactique soviétique traditionnelle, déjà éprouvée à Koursk,
J'attends que l'armée adverse s'épuise dans ses attaques face à mes positions solidement établies et dans la profondeur, et ensuite j'attaque. Ce que fait finalement Petrov dès le lendemain, le 23 janvier, la 11e division éthiopienne faisant partie de ces nouvelles formations, soutenue par l'une des 2 brigades blindées cubaines, qui interviennent là pour la première fois, contre-attaque les Somaliens et libère en une journée toute la région de Fédis, capturant au passage 15 chars et 48 canons somaliens. Je vous montre ici une photographie présente dans l'ouvrage de Cooper, et qui montre en fait 2 chars somaliens qui ont été capturés dans la bataille d'Harar, ainsi qu'une quantité d'autres matériels. Alors en plus, le mauvais temps qui jusque-là jouait en faveur des Somaliens ne va pas durer, si bien que l'aviation éthiopienne va pouvoir se mettre en action et frapper directement les blindés somaliens. Vous avez ici une photographie d'un T-54 somalien qui montre bien que ces derniers prennent bien soin de camoufler leurs chars en dessous d'un arbre. Ce qui montre aussi la peur de désert parce que ce sont les Éthiopiens qui en ont totalement la maîtrise. Au total, cette seconde bataille d'Harar, qui est un échec total des Somaliens, va leur coûter 3000 hommes. 3000 hommes mis hors de combat, c'est tout simplement la plus grande perte que les Somaliens ont subie depuis le début de la guerre. Ce qui montre qu'on est rentré dans une nouvelle échelle de puissance de feu. Au 27 janvier, les unités somaliennes entre Harar et Dire Dawa sont presque enveloppées. Harar est libéré de toute menace. Et on peut dire que désormais, l'initiative a changé de main. Ainsi prend fin la seconde bataille d'Harar. Le 1er février, l'offensive cubano-soviético-éthiopienne devient générale. Tous les fronts à l'est d'Harar et de Dire Dawa sont attaqués en même temps, en commençant à la soviétique, c'est-à-dire par un barrage d'artillerie intense. La 9e division éthiopienne et la 2e brigade blindée cubaine, la première étant dans le secteur de Fédis, frappe au nord de Dire Dawa et progresse à travers le haut plateau qui est situé au nord de la ville. Leur objectif est d'envelopper et de prendre à revers les éléments de la 26e division somalienne. Afin de favoriser le succès de cette manœuvre, une attaque de diversion sur Awal, qui est située au sud-est de Dire Dawa, est menée par un bataillon d'artillerie, ce qui aura pour effet de clouer les Somaliens sur leur position. Et surtout, la première brigade de paracommando est téléportée sur le flanc somalien, derrière leur ligne, à Arewa. Ce qui est typique de la tactique soviétique, c'est-à-dire l'attaque en profondeur par des infiltrations. Le 2 février, cette 9e division, accompagnée des blindés cubains, s'empare d'Arewa et bifurque, comme c'était prévu, vers le sud, afin de déborder et d'encercler toutes ces troupes qui sont situées sur le front. Geldesa est prise à son tour le 4 février. On a le début d'un presque encerclement, ce qui fait que les Somaliens qui sont complètement surpris abandonnent leur position, paniquent, et vous avez l'une des brigades blindées par exemple qui abandonne 42 de ses chars, et encore bien plus de véhicules blindés ainsi que 50 pièces d'artillerie. Vous avez encore ici une photographie qui montre l'une de ces prises. Un petit peu plus au sud, la 69e brigade mécanisée de la milice, accompagnée du 201e bataillon Nebalbal et de la 75e brigade de la milice, sont chargées de poursuivre ces troupes somaliennes en fuite. Elles se dirigent vers Jarso, en coordination avec la 1re brigade de paracommando et de la 102e brigade mécanisée, qui appartient à la 10e division, une nouvelle unité qui est déployée. Ces dernières surgissent de Kombolcha et atteignent Jarso le 9 février. Et par la suite, en fait, elles vont libérer tout le secteur qui est situé à l'est de la région de Dire Dawa. C'est ainsi que, entre le 5 et le 9 février, les troupes somaliennes sont évincées de Milo, Belewa, Anonomit, Shinaaxen et de Goursum. Alors pour cette dernière, je suis un peu surpris parce qu'à aucun moment donné, les auteurs ne disent que Goursum aurait été prise, certes attaquée, mais pas forcément prise. En tout cas, on peut dire qu'au 15 février, eh bien, la presque totalité des troupes somaliennes sont repliées sur la région de Jijiga et la partie ouest des montagnes de Hamar ont été complètement nettoyées.
Partout, les Somaliens sont acculés à la défensive et désormais Gigiga devient le nouvel objectif vers lequel les troupes cubano-éthiopiennes convergent. Il n'y a plus qu'un obstacle, c'est Marda. Et cette fois-ci, c'est au tour de Mogadiscio de proclamer la mobilisation générale. C'est à ce moment qu'interviennent les premiers MiG-21 éthiopiens, des MiG-21 qui avaient été livrés en novembre, mais il faut du temps aux pilotes pour se familiariser avec ces nouveaux appareils. 6 d'entre eux équipés chacun de 2 bombes et accompagnés par 4 F-5 lancent un raid sur la base aérienne somalienne de Hargeisa. L'objectif était un radar qui avait été détecté et localisé par le satellite Cosmos 964. Et outre le radar, eh bien, le groupe va endommager la base, et ce, sans aucune opposition de la part des Somaliens. Les bases aériennes sont vraiment devenues des moulins. Pendant toute l'attaque des cubanos éthiopiens, les 2 Canberra qu'ils possèdent, escortés par des F-5, ainsi que la force aérienne cubaine, s'en sont pris systématiquement aux lignes de ravitaillement et aux voies de repli. C'est la guerre en profondeur. Alors, comme ces lignes commencent à être protégées par des ZSU-23, c'est à ce moment-là que le premier MiG-21 cubain est abattu. Ce qu'il faut savoir, c'est que si sur le terrain, les opérations jusque-là ont été marquées par les victoires, au sein du suprême comité militaire stratégique règnent les dissensions. Petrov n'est pas vraiment accepté par les officiers éthiopiens et même des Cubains qui le trouvent certes capable, ils ne remettent pas en question son talent, mais ils le trouvent très arrogant. Et Petrov, de son côté, a du mal avec ces officiers éthiopiens qui, pour la plupart, ont été formés il y a quelques années par des Américains. En plus, vous avez des unités qui fonctionnent de façon totalement indépendante. Par exemple, entre les Éthiopiens et les Cubains qui n'opèrent pas ensemble à cause de la barrière de la langue, et chacun appuyant les unités de son pays. Eh bien, ces dissensions se font au grand jour lorsque les vues s'opposèrent quant à la stratégie visant la prise de Gigiga. Pour Petrov, il fallait mener un assaut frontal, accompagné d'héliportages de débordements. Mais le général éthiopien Fantanegash et le cubain Ochoa n'étaient absolument pas d'accord avec ce plan parce que leur reconnaissance avait montré que les Somaliens avaient établi de solides défenses, ils avaient repéré des champs de mines et une artillerie conséquente, et à Gigiga se trouvent encore les restes de 6 brigades, plus quelques troupes du FLSO qui tiennent fermement leur position. Un assaut frontal provoquerait donc des pertes trop coûteuses. Donc, non seulement ces 2 généraux éthiopiens et cubains s'opposèrent au plan de Petrov, mais ils imposèrent aussi le leur. Et plutôt que de privilégier une attaque frontale, eh bien eux, ils préfèrent contourner l'obstacle. Au nord, la brigade cubaine du général Frias devra traverser les montagnes au nord et se rendre vers Gigiga par le nord-ouest. Et au sud, la 10e division éthiopienne et la 2e brigade mécanisée cubaine, qui est commandée par le général Fleitas et qui comporte 60 T-62, devra à son tour contourner les montagnes par le sud et se diriger vers Gigiga. On pourrait presque parler d'un mouvement en tenaille. Alors les opérations débutent le 15 février et tout se passe comme prévu, ce qui veut bien dire que la surprise voulue a bien fonctionné. Les troupes éthiopiennes et cubaines contournent la passe de Karamara par le nord, progressent par ces plaines arides et traversent la passe du Chébélé et arrivent à Arabi, qui est située à plus de 50 km au nord de Gigiga. Et après y avoir établi une base de ravitaillement, elle avance ensuite sur Girikocher. Alors là, j'avoue que j'ai pas trop compris ce mouvement parce que si on se fie aux auteurs, les Éthiopiens contrôlaient déjà Chinaxen. Alors pourquoi ne pas s'emparer de Girikocher depuis cette ville-là, ce qui paraît plus cohérent. Bon alors voilà, là j'ai encore une petite incohérence que je n'arrive pas à expliquer. Toujours est-il que cette commune de Girikocher est capturée le 28 février. Et au sud, la progression est encore plus compliquée à suivre, parce que le seul point de repère que j'ai, c'est la commune de Lewenaji, qui aurait été prise par la 69e brigade de la milice.
Un assaut d'ailleurs qui va lui coûter très cher, hein, puisque seuls 500 hommes sur les 1500 à 2000 hommes de la brigade parviennent à survivre et atteindront par la suite Jijiga. Le problème, c'est que je n'ai pas trouvé de commune de ce nom-là. La seule qui s'en rapproche, c'est celle de Waji. Alors, est-ce qu'il s'agit de la même? Eh bien, gros point d'interrogation. Toujours est-il donc que par la suite, cette unité se dirige vers Jijiga et, selon Gebru Tareke, s'empare ou prend le contrôle de la route Kebrideya à Roreza. Oui, alors le problème c'est qu'il n'y a pas de route entre ces deux communes. Il y a bien une route à Roreza-Jijiga et Jijiga-Kebrideya, mais il n'y en a pas entre les deux. Donc là encore, c'est compliqué, mais pourquoi vous ne faites pas de carte? On a l'impression qu'en fait, quand ces historiens ont écrit là-dessus, ils s'en foutaient des mouvements militaires, etc. Alors je sais très bien qu'en histoire, en ce moment, là, il y avait une sorte de mépris pour l'histoire bataille. Mais merde, quoi, si on fait un livre sur un conflit, la moindre des choses, c'est d'avoir un peu plus de clarté quand même. Toujours est-il que l'armée somalienne a tenté une contre-attaque contre cette brigade. Et une contre-attaque qui va échouer et durant laquelle eh bien, elle va perdre 14 chars. Alors, excusez du peu quand même. Pendant que les forces cubano-éthiopiennes convergent vers Jijiga, leur aviation et leur artillerie cherchent pendant plusieurs jours à affaiblir les positions somaliennes situées tout autour de la ville, en détruisant les postes d'artillerie et toute concentration de troupes qui parviennent à repérer, et en s'en prenant à leur ligne de communication. C'est d'ailleurs au cours de cette phase, mais aussi au cours de l'avance vers Jijiga, que l'aviation éthiopienne et cubaine va fortement souffrir de la flaque somalienne. Un MiG-17 et un MiG-21 cubain sont abattus, tandis que les deux Canberra éthiopiens sont fortement endommagés, au point que l'un d'entre eux est définitivement mis hors d'usage. L'acte final débute le 5 mars, lorsque le comité stratégique, ayant considéré que la défense somalienne a été suffisamment affaiblie, lance le 14e escadron d'hélicoptères Mi-8 qui va héliporter la première brigade de paracommando ainsi que la 75e brigade sur un plateau situé au nord-est de Jijiga. Alors c'est au cours de cette opération que va être utilisé un petit véhicule que moi j'aime bien, c'est la Su-57. La Su-57, c'est ni plus ni moins que de l'artillerie mobile. Un canon de 76 sur un véhicule qui est faiblement blindé, ce qui lui donne un poids léger, mais lui donne aussi la capacité d'être parachuté. Dans l'URSS, c'est un véhicule qui va équiper les unités de parachutistes. L'URSS va en donner quelques-uns à l'Éthiopie, et pas par pure générosité, c'est tout simplement aussi pour y être testé, car c'est lors de cette opération que la Su-57 va être utilisée pour la première fois en conditions de combat. Comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, l'URSS profitait de cette guerre aussi pour tester pas mal de ses matériels. Alors ces unités héliportées vont être ensuite rejoints par les blindés cubains et les unités éthiopiennes arrivant du nord depuis la commune de Arabi. L'effet recherché par cet héliportage fonctionne à plein puisque, pris de dos, les Somaliens ne parviennent même pas à stopper l'entrée de la première unité éthiopienne dans la ville le jour même. Tandis que la première brigade de paracommando et la 75e brigade prennent à revers les défenseurs de la passe de Marda. La résistance dans Jijiga dure jusqu'au lendemain matin, le 6 mars, à 9h, heure à laquelle les officiers reçoivent l'ordre du général somalien Galel de battre en retraite et de quitter l'Ogaden. Un ordre non signé qui a quand même surpris. Toujours est-il que Jijiga capitule, et ainsi s'achève la seconde bataille de Jijiga, dans laquelle les Somaliens perdent 3000 hommes. Alors il faut que je vous explique le pourquoi de cet ordre de battre en retraite. Donc il vient de Siad Barre, qui à ce moment-là sait très bien que la guerre est perdue. Et en fait, il cherche à préserver son outil militaire qui lui permet de contrôler la Somalie. Et c'est pourquoi il annonce le retrait unilatéral de toutes ses troupes de l'Ogaden, pensant peut-être aussi parvenir à un accord de paix, et peut-être en sauvegardant encore quelques positions. Le problème, c'est que d'une part, cet ordre a complètement désorganisé les dernières défenses somaliennes. En plus,
les forces cubano-éthiopiennes étaient déjà en position d'attaque. Et donc finalement, cette retraite va se transformer en déroute totale. Si bien que durant les 3 dernières semaines du conflit, on assiste à une guerre de mouvement dans laquelle les forces cubano-éthiopiennes vont reprendre peu à peu l'ensemble du territoire de l'Ogaden en suivant 3 axes de progression. Le principal y est situé au nord, où on a la 3e division et la 3e brigade blindée cubaine qui s'emparent le 8 mars des Guabour. La 8e division, qui est en fait l'ancienne 5e division qui a été renommée, accompagnée de la 94e brigade, sont partis depuis Babil et s'emparent de Fik après une résistance acharnée des Somaliens. Le même jour, c'est-à-dire le 8 mars, la 3e brigade de paracommando, qui entre là pour la première fois en action, s'empare, elle, de Kébri Dehar, et la 69e brigade reprend Kelafo le 13 mars. Au sud, la 4e division part de Agoba, qui est située près de Néguélé, et s'empare de Filtou le 8 mars et de Délo le 12, arrivant ainsi sur la frontière somalienne. Et entre les deux, la 12e division reprend Irni et El Kéré, le 16 et le 17 mars. Finalement, la retraite somalienne qui avait été ordonnée par Siad Barre pour pouvoir préserver son outil militaire, se transforme en destruction totale de son armée. Mais attention, il ne faudrait pas croire que pour les troupes éthiopiennes et cubaines, c'était une promenade de santé. Bien au contraire, parce que, à leur tour, ils souffrent de l'extension de leur ligne de communication. Il y en a beaucoup qui vont mourir de déshydratation. Gebru Tareke parle par exemple de la 68e brigade qui, ayant consommé toute son eau, certains de ces hommes vont se mettre à boire l'eau des radiateurs des véhicules. 39 meurent de déshydratation dans cette brigade, 32 autres dans la 8e division. Donc attention, ces derniers jours de la guerre ont été aussi compliqués pour les troupes éthiopiennes. Le 23 mars, 3 semaines après la chute de Jijiga, le dernier poste frontalier est repris par les Éthiopiens, marquant ainsi la fin des hostilités. À ce moment-là, la Somalie ne contrôlait plus que Gélaldine, Chilabo et Ferfer. Si la guerre contre l'armée somalienne est achevée, le mois d'avril sera encore ponctué de nombreux combats de l'armée éthiopienne contre l'insurrection du FLSO. Et c'est durant ces derniers combats que les premiers MiG-23 de l'armée éthiopienne vont être mis en action. Voilà, ainsi s'achève cette guerre de l'Ogaden qui aura duré en tout pour tout le temps d'une grossesse, c'est-à-dire 9 mois. Cette guerre, finalement, elle respecte le schéma assez traditionnel que l'on retrouve à de nombreuses reprises. Ces fameuses 3 phases dont j'avais déjà fait la présentation dans la bataille de Mossoul, c'est-à-dire une première, où vous avez une guerre de mouvement rapide, et puis progressivement une stabilisation du front avec une guerre plus statique dans laquelle les deux camps vont mobiliser plus de ressources. On va assister à une montée en puissance jusqu'à l'acte final avec une 3e phase où de nouveau on va avoir une guerre de mouvement et dont l'issue finalement s'achève assez rapidement. Alors que ça soit la guerre de sécession, la guerre contre l'État islamique ou je ne sais quoi, on retrouve souvent ces 3 phases. Alors, pour terminer, j'avais envie de vous présenter cette petite représentation de Paul Handball. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est en fait un site dans lequel en fait les pays sont représentés sous forme de balles. Et puis finalement, ça symbolise assez bien les relations entre les pays. Et je trouvais que celle-ci, pour le coup, représentait particulièrement bien cette guerre de l'Ogaden avec ce retournement d'alliance entre la Somalie et l'URSS. Bien, alors j'avais dit que cette série compterait 10 épisodes, mais en réalité, celui-ci étant trop long, j'ai dû le couper en 2. Et donc il y aura un 11e épisode. Alors de quoi va-t-on parler dans cet 11e épisode ? Eh bien, il y aura une sorte de petit bilan, on va essayer aussi d'analyser les causes stratégiques pour lesquelles en fait la Somalie a été vaincue, et puis aussi quelque chose qui est quand même assez important, c'est-à-dire la mémoire, les traces de ce conflit qui reste encore aujourd'hui dans les deux pays.
Alors avant que je ne vous quitte, je ne sais pas si vous avez eu le temps de vous en apercevoir, j'ai eu un petit problème avec ma chaîne au cours de la semaine. YouTube qui me refait encore des siennes. Ils avaient bloqué ma chaîne, alors au début ça devait durer 3 mois parce qu'ils considéraient que l'une de mes vidéos était hyper violente, hein. Rendez-vous compte, on montre un cadavre qui est flouté. Et donc, il a fallu que je reconteste, etc. Donc, ils ont bien voulu réouvrir ma chaîne, supprimer ce numéro 10 sur la bataille de Mossoul. Enfin bref, ça me gonfle parce que en fait, ça c'est encore des haters qui n'appréciant pas le ton que j'utilise, vont signaler des vidéos sans raison. Enfin bref, écoutez, je vous donne rendez-vous très rapidement, le 11e épisode est pratiquement achevé, donc normalement ça sera dès demain. Et écoutez, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Je rappelle que vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter, où je partage mes infographies et vous pouvez suivre l'actualité de mes recherches. Écoutez, j'ai plus qu'une seule chose à vous dire, longue vie et prospérité.